La semaine du 14 juillet 2021, la Belgique fait face aux pires inondations de son histoire. La Belgique a vécu un cauchemar pendant 2 jours avec d'importantes précipitations. 39 personnes perdent la vie et des milliers d'autres leur logement. On s'est battu pour avoir ça et voilà ce qu'il en reste. C'est comme si je vivais une guerre. Tous nos albums photos, nos souvenirs d'enfance sont partis en 30 secondes, même pas. Moi, en 60 ans, je n'ai jamais vu ça. Donc c'est vraiment exceptionnel Face à ces événements exceptionnels, les procédures d'alerte se sont révélées particulièrement inadaptées. Cette semaine-là, des informations auraient pu circuler plus librement et des alertes données beaucoup plus tôt. Alors 1 an plus tard, avons-nous su en tirer les leçons ? Sommes-nous prêts à faire face à des événements similaires dans le futur ? Et à l'avenir, comment pourrait-on mieux tenir le choc face à ces catastrophes ? On sait qu'avec les changements climatiques, on risque évidemment d'avoir des événements extrêmes beaucoup plus souvent que ce qu'on a connu par le passé, et donc il faut qu'on soit mieux préparé à cela. Le 12 juillet 2021, l'Institut royal météorologique annonce des quantités de pluie impressionnantes sur plusieurs zones du pays. Un chiffre attire particulièrement l'attention. 150 mm sont prévus très localement. 150 mm, c'est 2 mois de précipitations qui vont tomber en 2 jours. Donc pour moi, c'était alarmant. À 12h14, une alerte jaune est déclenchée. C'est le premier maillon d'une chaîne qui permet d'anticiper et de gérer l'impact de fortes pluies. La prochaine étape est de traduire la conséquence de ces pluies sur le niveau des eaux et donc de définir le risque d'inondation. C'est un travail particulièrement complexe qui doit être réalisé par des hydrologues car de nombreux facteurs doivent être pris en compte. Chaque territoire a ses spécificités, ses caractéristiques et va recevoir cette pluie de manière différente. La capacité, par exemple, d'infiltration du sol, c'est quelque chose qui évolue en fonction de l'humidité du sol. Donc c'est quelque chose d'assez complexe, en fait, ce transfert entre la pluie qui tombe et puis ce qui va se retrouver à la sortie. Le 12 juillet 2021, les prévisions météo vont être analysées par plusieurs personnes, mais menées à des analyses parfois fort différentes. Vers midi, les données de l'IRM sont étudiées par les ingénieurs du barrage de Robertville et de Butchenbach, 2 barrages opérés par l'entreprise Engie pour produire de l'électricité. Ces ingénieurs estiment qu'on se dirige vers des risques d'inondation importants et décident de vider le barrage pour absorber une partie des pluies annoncées. On a réduit de 1,25 million de mètres cubes. On voit que sans cette action anticipative, justement, on aurait été à ce moment-là très proche du niveau maximum. Au même moment, sur le barrage de Pen, les ingénieurs analysent également les données météo et les comparent à leur courbe de manutention. C'est un document qui indique les niveaux à respecter en fonction de la période et qui concilie au mieux les différentes missions du barrage. À cet instant, l'espace prévu pour encaisser les crues est largement disponible, mais par rapport au niveau nécessaire pour garantir la réserve d'eau potable, qui est la mission première du barrage, il reste une marge de 3 à 7 millions de mètres cubes. Il semble donc possible de vider le barrage sans mettre en péril l'approvisionnement en eau. Mais alors qu'Engie décide pour la première fois en 15 ans de largement dévier de cette courbe, au barrage de Pen, rien ne bouge. La finalité première des barrages réservoirs, c'est la production d'eau potable et donc on doit garder un volume d'eau suffisant pour garantir la quantité d'eau nécessaire à l'alimentation d'eau potable pour nos populations qui en ont besoin. Mais il y avait cette marge. C'est votre interprétation de la note de manutention. Nous nous en sommes expliqués de manière tout à fait détaillée au sein de la commission d'enquête parlementaire. Avant d'aller plus loin, je fais une toute petite interruption pour vous rappeler de vous abonner à notre chaîne. C'est très important pour faire connaître notre travail et si cette vidéo vous plaît, ça nous permettra d'en faire encore plus. Alors cliquez juste ici et on retourne tout de suite à la vidéo. Toujours le lundi 12 juillet, un autre service traduit à son tour les prévisions de l'IRM. Il s'agit de la direction de la gestion hydrologique du service public de Wallonie. Ce service s'occupe d'estimer les débits générés par la pluie et les traduit en niveau d'alerte pour l'ensemble du territoire. C'est toute une série d'informations météorologiques qui sont traduites en impact de débit sur les cours d'eau. Et ces informations de débit sont comparées à des seuils que nous avons de préalerte, d'alerte ou comparées à des crues des années précédentes.
le 12 juillet, ces prévisions d'alerte sont transmises au barrage, mais également au Centre régional de crise, un organe chargé de transmettre ces alertes aux différents décideurs ainsi qu'aux citoyens. À 14h38, ce message est publié. Localement, des dégâts des eaux pourraient être observés. Il convient donc de rester vigilant le long des cours d'eau où une montée soudaine pourrait être observée. Cette formulation n'a pas permis à l'ensemble des acteurs d'appréhender l'ampleur des événements. Mais selon le service hydrologique, à ce moment-là, il n'était pas possible de sonner l'alerte plus franchement. On n'avait pas, ces informations n'étaient pas disponibles. Personne n'a vu venir de telles précipitations. On a été tous confrontés à la même situation. Sur cet aspect, les avis divergent. Si la direction hydrologique estime qu'il n'était pas possible de prévoir l'ampleur des événements, plusieurs experts nous ont confirmé être conscients dès le lundi que l'on se dirigeait vers des événements majeurs avec un risque d'inondation important. C'est notamment le cas de l'IRM, sauf qu'une subtilité institutionnelle empêche la communication entre les experts. La hydrologie, c'est une compétence régionale. La météorologie, c'est une compétence fédérale. Quand j'étais un jeune prévisionniste, moi je parle maintenant des années 98-99, au début de ma carrière, je n'étais pas au courant de ça. Comme je prévoyais beaucoup de précipitations sur la vallée de la Semois, j'avais mis dans mon bulletin IRM risque d'inondation. C'était à ce moment-là, le service hydro-wallon n'était pas très content de ça. Le mardi 13 juillet, les prévisions se font de plus en plus précises et les perspectives sont catastrophiques. Alors, à 15h23, David Dehaenaut publie ce tweet. Un message qui reste peu explicite par rapport à l'ampleur de la catastrophe, mais qui, selon lui, est déjà bien au-delà de ce qu'il peut dire publiquement. Du côté du service hydro, on estime toujours que les prévisions ne sont pas assez précises. La formulation des alertes reste la même et comme il n'y a pas de changement, ils ne sont plus transmis par le Centre régional de crise. Les informations concernant les prévisions hydrologiques, en fait, elles ne sont pas distribuées à d'autres services. La direction qui s'occupe des prévisions hydrologiques garde pour elle l'information et ne la diffuse que quand elle est certifiée. Pour mieux comprendre la différence d'interprétation entre l'IRM et la direction hydrologique, nous nous sommes intéressés à la manière dont elle traduit les alertes météo. Au cœur de son dispositif, il y a un outil central, Hydromax, un programme développé il y a une vingtaine d'années par l'Université de Louvain pour guider la gestion des cours d'eau navigables. Hydromax est un outil qui va prendre les observations météorologiques, c'est-à-dire ce qui est déjà tombé comme précipitation, et qui va intégrer également les prévisions météorologiques de précipitation fournies par l'IRM. En temps normal, cet outil semble fonctionner correctement. Sauf que pour les cours d'eau inondés en juillet, Hydromax n'est pas capable de prédire les impacts au-delà de 24 heures. Parce que nous sommes sur un bassin très petit, très sensible à ces incertitudes météorologiques. Et voilà, donc c'est très difficile de faire des prévisions. Les résultats d'Hydromax ne sont pas publics, mais le député François Decken a eu accès à ces données et grâce à son témoignage, il est possible de retracer l'évolution des alertes. De lundi à mardi, Hydromax n'indique pas de niveau exceptionnel, ce qui correspond aux différents messages transmis ces jours-là. Mais dans la nuit de mardi à mercredi, il arrive dans sa fameuse fenêtre de 24 heures. C'est à ce moment-là qu'il va complètement s'emballer, sauf que les alertes ne vont pas tout de suite être enclenchées. Les courbes, c'est vrai, remontent en début de nuit, mais elles s'affolent vers 23h, minuit, mais avec des prévisions qui disent, voilà, à 6h du matin, à 9h, on va avoir une inondation comme jamais on en a eu dans le bassin d'Avestre. Et là, évidemment, il y a une difficulté, c'est que personne ne voit, ne prend en compte, ne saisit ces informations-là, parce qu'elles sont destinées à une seule personne qui, légitimement, est en train de récupérer et de dormir, puisqu'elle assume une garde. À partir de là, tout s'accélère. Alors qu'Hydromax s'affole, la pluie commence à tomber. Et pendant 2 jours, elle ne va plus s'arrêter. Le mercredi matin, vers 6h, la direction de la gestion hydrologique place la Vesdre en alerte rouge inondation. À 9h27, l'IRM lance à son tour une alerte rouge. À la direction de la gestion hydrologique, c'est à ce moment-là qu'on prend conscience de l'ampleur de la catastrophe.
mercredi 14 juillet au matin, on s'est rendu compte que les précipitations qu'on observait étaient bien au-delà des prévisions. Et c'est tôt le matin, vers 9 h, qu'on s'est rendu compte qu'on était dans une situation qui était bien au-delà des prévisions et qu'on était dans une situation qui, a priori, était improbable. Au barrage d'Eupen, l'eau ne cesse de monter et il faut faire de la place. Dès 10h54, les ingénieurs commencent à restituer de l'eau. Mais comme la vallée est déjà en partie inondée, ils ne peuvent lâcher qu'un débit limité. Dans les heures qui suivent, il va tomber beaucoup d'eau, parfois bien plus que les pires scénarios annoncés. Sur les 2 jours de pluie, 192 mm ont été mesurés au Mont Rigi, 217 mm à Spa. Et à Jalais, les instruments de mesure sont montés jusqu'à 271 mm. Salut ma voiture. Dans la nuit, la situation au barrage d'Eupen devient critique. Il est presque rempli et menace de rompre. Pour éviter une catastrophe sans commune mesure, les ingénieurs ouvrent les vannes et lâchent jusqu'à 196 mètres cubes par seconde. À titre de comparaison, en temps normal, il n'est pas possible de lâcher plus de 30 mètres cubes sans inonder la ville d'Eupen. Ce soir-là, le barrage en a lâché 6 fois plus. Entre-temps, de nombreuses études ont démontré que, même vide, le barrage d'Eupen n'aurait pas pu empêcher les inondations dans la vallée. Néanmoins, un délestage préventif aurait évité de restituer 196 mètres cubes au pic de la crise. Est-ce que le manque d'anticipation et le manque de délestage a empiré la situation? Oui. Est-ce que si on avait anticipé, il y aurait quand même eu des inondations? La réponse est oui. Un an après les inondations, une partie des leçons ont déjà été tirées. Si une enquête judiciaire est toujours en cours pour déterminer les responsabilités individuelles de cette semaine-là, une commission d'enquête parlementaire a déjà remis 161 recommandations au gouvernement. Parmi celles-ci, on retrouve la création d'une cellule d'experts pour décloisonner les différents services et faciliter la communication. Pour ce qui est du centre régional de crise, son fonctionnement a également été revu. Du côté d'Hydromax, des modèles météo internationaux vont y être ajoutés pour mieux anticiper les inondations et les gérer avec plus de précision. Et pour les barrages, les procédures seront rendues plus dynamiques. Les ingénieurs auront plus d'agilité en cas de crise. Nous revisitons l'ensemble de nos processus, l'ensemble de nos activités. Nous enrichissons nos connaissances aussi en matière hydrologique sur base de prévisions météorologiques et nous faisons en sorte que tant les technologies que les modes d'organisation du SPW Mobilité Infrastructure puissent au mieux faire face à ces événements exceptionnels. Voilà, merci beaucoup. Au-delà de ces améliorations, les experts pointent également la nécessité de prendre en compte ces nouveaux risques dans l'aménagement de nos territoires. C'est un chantier bien plus en profondeur et qui s'étalera sur le long terme. Mais il ne faut pas le négliger, car même la chaîne d'alerte la plus performante ne peut et ne pourra jamais empêcher la pluie de tomber.